J'avais à peine fini de plier mon châle que le facteur a glissé une enveloppe sous la porte de mon appartement, à la périphérie de Paris. La lueur de la lune baignait mon salon d'une douceur paisible, où je fredonnais une vieille chanson d'Édith Piaf. Mais mes yeux se sont figés sur les mots. Une lettre du Nigeria, annonçant que Jacques, mon mari, qui m'avait abandonnée il y a près d'un demi-siècle, m'avait laissé une fortune colossale. Mon sang s'est glacé. Était-ce une ruse pour rouvrir mes blessures? Ou un piège caché dans l'ombre? Ce soir-là, en tenant cette lettre sous la lumière tremblante, j'ai senti une peur ancienne m'envahir, mêlée de soupçons. Qui m'avait envoyé cette lettre? Et pourquoi me donner une fortune qu'ils auraient pu garder pour eux? La lumière de la lune dansait toujours sur les rideaux de mon salon. Mais ce soir-là, elle semblait plus froide, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. En posant la lettre sur la table, mes doigts tremblaient encore, et le silence de mon appartement, d'ordinaire si apaisant, était devenu oppressant, presque accusateur. Jacques, cet homme qui m'avait laissé seul avec 2 bébés dans les bras il y a près d'un demi-siècle, est mort? Et cette fortune colossale, promise dans des mots soigneusement tapés, comme un cadeau tombé du ciel? Je me suis assise, le châle glissant de mes genoux, et j'ai fixé l'enveloppe, son bord froissé par le voyage depuis le Nigeria. Chaque lettre de son adresse semblait me narguer, réveillant des souvenirs que j'avais soigneusement enfouis sous des années de travail acharné et de nuits blanches. Je me suis levée pour faire du thé, espérant que le rituel familier calmerait mes nerfs. L'eau frémissait dans la bouilloire, mais mon esprit était ailleurs, retourné à ces jours où je marchais dans les rues de Montmartre, un panier à la main, cherchant des tissus bon marché pour ma petite boutique de couture. À l'époque, j'étais une étrangère dans cette ville, une femme noire dans un quartier où les regards curieux pesaient plus lourd que les mots. Jacques était mon refuge, avec son sourire qui promettait des lendemains meilleurs. Mais où avais-je failli? Quand avais-je cessé de voir les ombres dans ses yeux? Ces appels nocturnes qu'il prenait en chuchotant, loin de moi? Je me suis souvent demandé si j'avais été trop naïve, trop confiante, pour ne pas avoir deviné qu'il préparait son départ. La tasse de thé brûlait mes mains, mais je ne la lâchais pas, comme si la douleur pouvait ramener de l'ordre dans mes pensées. Cette lettre, elle connaissait trop de détails. Le nom de mes enfants, Ad et Yemi, celui de ma boutique, Aiguille d'Afrique, même l'adresse de cette ruelle où j'avais cousu des robes jusqu'à l'aube pour joindre les 2 bouts. Qui pouvait savoir tout cela? Je me suis approchée de la fenêtre, le clair de lune traçant des motifs sur le plancher usé, et j'ai repensé à ces nuits où je berçais Ad, lui chantant des berceuses Yoruba pendant que Yemi dormait dans son berceau. J'avais tout donné pour eux, chaque point cousu, chaque sou économisé, chaque larme ravalée. Et maintenant, cette fortune? Cela semblait trop beau, trop calculé. Je me suis assise à nouveau, la lettre ouverte devant moi. L'encre noire semblait danser sous la lumière, comme si les mots eux-mêmes voulaient me défier. Jacques n'avait jamais été généreux. Même dans nos meilleurs moments, il laissait des miettes d'affection, des promesses qu'il ne tenait jamais. Alors pourquoi cette fortune? Et pourquoi maintenant? Je me suis souvenu des regards des voisins, leurs murmures dans l'escalier, quand ils pensaient que je n'entendais pas. Cette femme africaine, abandonnée avec 2 enfants, quelle pitié! J'avais appris à redresser la tête, à sourire malgré la honte. Mais cette lettre rouvrait ses blessures, comme un couteau glissant dans une plaie mal cicatrisée. J'ai pris un stylo pour noter les détails de la lettre, espérant trouver un indice, un fil à tirer. L'expéditeur était un cabinet d'avocats à Lagos,
un nom inconnu. Mais les mots étaient si précis, presque intimes. Il parlait de Jacques, comme s'il avait pensé à moi jusqu'à son dernier souffle, une idée qui me semblait absurde. Avais-je raté quelque chose dans notre mariage? Avais-je ignoré un signe, une vérité qu'il cachait derrière ses silences? Je me suis levée pour chercher une vieille boîte en bois, où je gardais quelques souvenirs de lui. Une photo jaunie de nous deux devant la scène, son sourire éclatant, et une lettre qu'il m'avait écrite avant de partir, promettant de revenir. Cette boîte, je ne l'avais pas ouverte depuis des décennies, mais ce soir, elle semblait m'appeler. En soulevant le couvercle, l'odeur de papier ancien m'a enveloppée, et mes doigts ont effleuré la photo. Jacques, avec ses cheveux bouclés et son air confiant, semblait si loin de l'homme qui m'avait brisé. Pourquoi avais-je gardé cette photo? Peut-être parce qu'une partie de moi espérait encore, même après tout ce temps, qu'il y avait une explication, une raison pour son abandon. Mais cette lettre du Nigeria, elle n'était pas une réponse. Elle était une énigme. Je l'ai relue, ligne par ligne, cherchant un détail qui trahirait son intention. Et là, au bas de la page, un mot m'a arrêté. Héritage urgent. Urgent. Pourquoi une fortune aurait-elle besoin d'être réclamée si vite? Mon cœur s'est mis à battre plus fort, comme un tambour yoruba dans la nuit. Je me suis dirigée vers le téléphone, hésitante. Devais-je appeler Had, mon fils aîné, pour lui parler de cette lettre? Il était devenu un homme solide, un ingénieur qui vivait à Lyon avec sa femme et ses enfants. Mais je savais qu'il détestait entendre parler de Jacques, cet homme qu'il n'avait jamais vraiment connu. Je me suis souvenue de ses yeux d'enfant, pleins de questions, quand il me demandait pourquoi son père n'était pas là. « Il travaille loin, mon chéri, » disais-je, cachant mes larmes. Avais-je eu tort de lui mentir? Avais-je protégé mes enfants ou les avais-je privés d'une vérité que je ne comprenais pas moi-même? La lettre reposait sur la table, comme un défi, et je me suis demandé si je devais la déchirer ou la suivre. Le silence du salon était devenu assourdissant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge murale. Je me suis assise, les mains serrant la tasse refroidie, et j'ai fixé l'enveloppe. Quelque chose clochait. Pourquoi moi, après toutes ces années? Pourquoi une fortune si énorme? Et pourquoi cette urgence? Je me suis levée pour ouvrir la fenêtre, laissant l'air frais de la nuit entrer. La lune semblait me regarder, impassible, comme une vieille amie qui connaissait mes secrets. J'ai repensé à une phrase que ma mère me disait au Nigeria. Quand un cadeau semble trop beau, c'est souvent un serpent déguisé. Était-ce un serpent que je tenais entre mes mains? Je devais le découvrir. Avant de me coucher, j'ai rangé la lettre dans la boîte en bois, à côté de la photo de Jacques. Je ne pouvais pas l'ignorer, pas encore. Mais je savais que cette lettre n'était pas une fin, mais un début. Un début de quoi? Une réponse à mes vieilles blessures? Ou une nouvelle trahison? J'ai éteint la lampe, laissant la lune seule éclairer la pièce. Et je me suis promis de trouver la vérité. Mais pour cela, il me fallait du courage, celui que j'avais appris à puiser dans mes années de solitude. Mes doigts ont caressé le bord de la boîte, et une question m'a hantée. Qui m'avait vraiment envoyé cette lettre? Et que cherchaient-ils à réveiller en moi? Le lendemain matin, la lettre reposait toujours sur la table, comme un intrus dans mon salon paisible. Je n'avais pas dormi, mes pensées tourbillonnant entre les souvenirs de Jacques et cette promesse d'héritage qui semblait trop belle pour être vraie. En préparant mon café, l'arôme familier me ramenait à Montmartre, il y a plus d'un demi-siècle, quand je suis arrivée du Nigeria, pleine d'espoir, avec une valise usée
et des rêves plus grands que moi. Je travaillais dans un petit atelier de couture, entouré de rouleaux de tissu colorés, où la voix d'Édith Piaf s'échappait d'un vieux transistor. Chaque matin, je traversais les ruelles pavées, mon panier alourdi par des chutes de tissu achetés au marché aux puces, croyant que Paris m'offrirait une vie meilleure. Mais où avais-je failli? Comment avais-je pu croire que cette ville, si belle et si dure, m'accueillerait sans me briser? Jacques était entré dans ma vie comme une chanson, avec son sourire confiant et ses promesses d'un avenir ensemble. Il venait au marché où je vendais mes créations, admirant mes robes avec une admiration qui me faisait rougir. Nous nous sommes mariés dans une petite église, près de la Seine. Et bientôt, Had et Yemi sont nés, leurs rires emplissant notre minuscule appartement. Mais les nuits où Jacques chuchotait au téléphone, loin de moi, me hantaient. Avais-je été trop aveugle pour voir qu'il cachait quelque chose? Je me souviens de ses absences, de ses excuses vagues, et de cette dernière nuit où il m'a embrassée en disant « Je reviens vite, mon amour ». Il n'est jamais revenu. Je me suis assise près de la fenêtre, une tasse froide dans les mains, et j'ai regardé les passants dans la rue. Il me rappelait les voisins d'autrefois, ceux qui murmuraient dans mon dos. Cette Africaine, seule avec 2 enfants. Quelle honte! J'avais appris à ignorer leurs regards, à coudre jusqu'à l'aube pour payer le loyer, à sourire pour Had et Yemi, même quand mon cœur saignait. Chaque robe que je cousais pour les mariés du quartier était un sacrifice, un fil tendu entre la survie et la dignité. Une fois, j'avais économisé des semaines pour acheter à Yemi une poupée avec une robe en tulle rose, espérant voir ses yeux briller comme ceux de son père. Mais quand je la lui ai offerte, elle m'a serré dans ses petits bras, disant « Maman, tu es ma poupée ». Ce souvenir me brûlait encore, comme une aiguille oubliée dans une couture. Pourquoi avais-je cru en Jacques? Je me le demandais en caressant le bord de la tasse, son émail ébréché sous mes doigts. Il n'avait jamais été stable, toujours à courir après des rêves qu'il ne partageait pas avec moi. Ses promesses étaient comme les tissus bon marché que je refusais d'acheter. Belles de loin, mais fragiles au toucher. Pourtant, je l'avais aimé. Assez pour ignorer les signes, pour me convaincre que ces silences étaient temporaires. Avais-je été naïve? Ou simplement désespérée de construire une famille dans une ville qui me rejetait? Je me souviens des après-midi au jardin des Tuileries, poussant le lance-dodade pendant que Yemi trottinait à mes côtés, riant aux éclats. Ces moments étaient ma force, mais aussi ma douleur, car Jacques n'était pas là pour les voir. Je me suis levée pour chercher un carnet, espérant noter mes pensées, mais mes mains tremblaient encore. Les souvenirs de Montmartre revenaient en vagues, les odeurs de pain frais des boulangeries, les chansons de Charles Aznavour dans les cafés, les clients qui louettent mes robes, mais chuchotaient sur mon accent. J'avais bâti une vie malgré tout, transformant mon atelier en une petite boutique, aiguille d'Afrique, où chaque point cousu était un acte de résistance. Mais cette lettre, elle ravivait la honte de ces années, les nuits où je me demandais ce que j'avais fait de mal pour que Jacques parte. Était-ce ma faute? Avais-je été trop exigeante, trop différente, trop étrangère dans son monde? Le soleil montait dans le ciel, mais mon salon restait plongé dans une pénombre douce, comme si la lune refusait de partir. Je me suis assise à la table, le carnet ouvert devant moi, et j'ai repensé à Had, mon fils aîné, aujourd'hui un homme accompli à Lyon. Quand il était petit, il posait des questions sur son père, et je répondais avec des demi-vérités. « Il travaille loin, mon chéri. » Avais-je eu tort de le protéger ainsi? Avais-je privé mes enfants d'une vérité que je ne comprenais pas moi-même? La lettre parlait d'une fortune, mais Jacques n'avait jamais eu d'argent,
Seulement des dettes et des rêves. Pourquoi maintenant, après tant d'années? Cette question tournait dans ma tête, comme une aiguille sur un vieux disque. Je me suis levée pour ouvrir la boîte en bois, où je gardais les souvenirs de Jacques. La photo de nous devant la Seine était toujours là, ses bords jaunis par le temps. Son sourire semblait me défier, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Je l'avais aimé, mais cet amour m'avait coûté cher. Chaque sou économisé, chaque nuit sans sommeil, chaque regard méprisant des voisins était un prix que j'avais payé pour son absence. Et maintenant, cette lettre voulait me ramener à lui, à ses promesses brisées. Je l'ai relue, cherchant un indice, mais les mots étaient trop parfaits, trop calculés. Pourquoi me donner une fortune qu'ils auraient pu garder? Mon instinct, affûté par des décennies de survie, me criait que quelque chose clochait. Le silence du salon pesait sur moi, seulement brisé par le bruit lointain d'une voiture. Je me suis dirigée vers la fenêtre, regardant la rue, où des passants pressés ignoraient la vieille femme que j'étais devenue. Ils ne voyaient pas les années de lutte, les robes cousues à la lueur d'une lampe, les chansons yoruba chantées pour mes enfants. Cette lettre était une intrusion, un rappel de tout ce que j'avais surmonté. Mais elle était aussi une énigme, et je ne pouvais pas l'ignorer. Je devais découvrir qui l'avait envoyée et pourquoi. En refermant le carnet, j'ai senti une détermination naître, fragile mais réelle. Ce n'était pas encore de la force, mais un besoin de comprendre, de ne pas laisser le passé me manipuler à nouveau. La voix au téléphone résonnait encore dans mes oreilles, grave et trop assurée, comme si elle connaissait déjà mes failles. Après une nuit sans sommeil, hantée par la lettre du Nigeria, ce coup de fil matinal m'avait secoué. L'homme s'était présenté comme Pierre, prétendant être le petit-fils de Jacques, et parlait d'un héritage à régler, demandant une avance pour des frais juridiques. Il savait tout. Le nom de mes enfants, Ad et Yemi, la petite boutique de couture que j'avais tenue à Montmartre, même la ruelle étroite où je vivais autrefois. Mes doigts serraient le combiné, et le silence de mon salon semblait me juger, comme si j'avais laissé entrer un intrus dans ma vie. Pourquoi savais-je si peu de Jacques après toutes ces années? Avais-je fermé les yeux sur des vérités que je refusais de voir? Je me suis assise à la table de la cuisine, une tasse de thé oubliée devant moi, son bord ébréché sous mes doigts. Pierre avait une voix douce, presque trop parfaite, comme un vendeur de marché qui charme avant de trahir. Il parlait de Jacques avec une familiarité troublante, décrivant un homme riche, repentant, qui aurait pensé à moi jusqu'à la fin. Mais Jacques n'était pas ainsi. Ses promesses étaient toujours des murmures, jamais des actes. Je me souviens d'une nuit, il y a bien longtemps, où il m'avait offert une écharpe en soie rouge, achetée avec son dernier sou, disait-il. Je l'avais portée fièrement, croyant que c'était un gage d'amour. Mais cette écharpe, je l'avais retrouvée plus tard, tachée d'un parfum qui n'était pas le mien. Avais-je été trop naïve pour ne pas poser de questions? Je me suis levée, cherchant refuge dans la routine. J'ai rangé la vaisselle, mais mes pensées revenaient sans cesse à Pierre. Il avait mentionné des détails que personne ne pouvait connaître sans avoir fouillé ma vie. Le prénom d'Yemi, qu'on appelait rarement ainsi hors de la famille, ou la boutique, fermée depuis des décennies. Pourquoi un inconnu en savait-il autant? J'ai repensé au regard des voisins d'autrefois, ceux qui me voyaient comme une étrangère, une femme abandonnée. Cette vieille honte remontait, comme une aiguille rouillée, piquant une plaie ancienne. Je me suis arrêtée devant l'évier, l'eau coulant sur mes mains, et j'ai murmuré à moi-même. Ai-je manqué quelque chose dans ma vie avec Jacques? Ai-je laissé des indices me glisser entre les doigts?
Je suis sortie pour marcher jusqu'à l'église Saint-Pierre, à quelques rues de chez moi. Les cloches sonnaient doucement, et l'odeur des cierges m'a enveloppée dès que j'ai poussé la porte. Je me suis agenouillée dans un coin, sous un vitrail où la lumière jouait comme une prière silencieuse. Combien de fois avais-je prié ici, demandant la force de surmonter les épreuves? Quand Daddy était malade, bébé, j'avais passé des nuits à supplier pour sa guérison, promettant de ne plus jamais être faible. Mais Pierre, sa voix me troublait, non pas parce qu'il disait, mais parce qu'il ne disait pas. Il demandait de l'argent pour débloquer l'héritage, une somme modeste, disait-il. Mais l'urgence dans son ton me rappelait les dettes que Jacques laissait derrière lui. Était-ce un piège, comme ceux que j'avais appris à éviter dans les marchés de Paris? En rentrant, j'ai pris mon vieux carnet d'adresses, ses pages jaunies par le temps. J'ai cherché le nom d'une amie d'enfance, Amina, restée à Lagos. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre cette lettre, et ce Pierre, c'était elle. Je lui ai écrit un message, décrivant la situation, espérant qu'elle pourrait fouiller dans les archives ou les ragots du quartier. Mes doigts hésitaient sur le clavier, comme si écrire ces mots rendait l'enjeu plus réel. Et si Pierre disait la vérité? Et si Jacques avait vraiment laissé quelque chose pour moi? Mais alors, pourquoi ne m'avait-il jamais contacté? Je me souviens des lettres que j'écrivais autrefois, envoyées à une adresse qu'il m'avait donnée, toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu ». Avais-je été trop confiante? Ou simplement désespérée de croire en lui? Le soir venu, j'ai allumé une lampe et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lune monter dans le ciel. Sa lumière semblait plus dure ce soir, comme un miroir reflétant mes doutes. Pierre avait promis de rappeler demain pour discuter des détails. Sa voix, si polie, si calculée, me rappelait les clients qui négociaient mes robes à Montmartre, souriant tout en cherchant à payer le moins possible. Je me suis souvenu d'une vieille robe que j'avais cousue pour une cliente, un tissu bleu nuit orné de perles, que j'avais travaillé jusqu'à ce que mes doigts saignent. Elle m'avait payé la moitié du prix convenu, disant que ce n'était qu'une robe. Cette humiliation, je l'avais portée comme un poids, mais elle m'avait appris à écouter mon instinct, et cet instinct me criait que Pierre n'était pas ce qu'il prétendait. Je me suis levée pour préparer du thé, mais mes mains tremblaient encore. Pourquoi Pierre connaissait-il tant de détails? Était-il vraiment le petit-fils de Jacques ou quelqu'un qui avait fouillé dans mon passé? Je me suis assise, fixant le téléphone, redoutant son prochain appel. Mes enfants, Had et Yemi, avaient au grand sans-père, et je leur avais construit une vie stable, malgré les murmures des voisins et les nuits sans sommeil. Avais-je eu tort de ne jamais leur parler de Jacques, de leur cacher la douleur de son abandon? Had, surtout, refusait d'évoquer son père, et je craignais que cette histoire ne rouvre ses blessures. Mais je ne pouvais pas ignorer Pierre, pas encore. Il me fallait des réponses. Le silence de mon appartement pesait sur moi, comme une vieille couverture trop lourde. J'ai repensé à une phrase que ma mère disait au Nigeria. Quand un étranger sait trop de choses, il ne vient pas pour donner, mais pour prendre. Pierre voulait quelque chose, mais quoi? De l'argent peut-être? Mais pourquoi moi, après tout ce temps? J'ai pris une profonde inspiration, sentant une vieille force remonter, celle qui m'avait portée à travers les années de solitude. Je devais découvrir la vérité, non pas pour Jacques, mais pour moi, pour mes enfants, pour la femme qui avait survécu à tant de trahisons. En refermant mon carnet, j'ai entendu un bruit dehors, comme des pas dans la rue. Était-ce mon imagination? Ou quelqu'un surveillait-il ma maison? Le message d'Amina,
arrivé au petit matin, pesait sur moi comme une pierre. Une photo floue, envoyée depuis Lagos, montrait Jacques, bien vivant, dans un marché animé, à côté d'un homme qui ressemblait étrangement à Pierre. Mes mains tremblaient en tenant mon téléphone, et le silence de mon salon, d'habitude si réconfortant, semblait maintenant m'accuser. Jacques vivant, après toutes ces années où j'avais porté son absence comme un deuil? Je me suis assise près de la fenêtre, la lueur de la lune traçant des ombres sur le tapis usé, et j'ai senti une colère sourde monter en moi. Pourquoi avais-je cru qu'il était mort? Avais-je été trop faible pour chercher la vérité, pour protéger mes enfants de ces mensonges? Je me souviens d'une robe que j'avais cousue pour Yemi, un tissu vert émeraude, pour son premier récital d'école. Elle avait dansé sous les projecteurs, mais je pleurais en silence, pensant à Jacques, qui n'était pas là pour la voir. Avais-je laissé son ombre voler ces moments à mes enfants? Je me suis levée pour faire du thé, mais l'eau bouillante n'a pas apaisé la tempête dans ma tête. La photo d'Amina était une preuve, un éclat de vérité qui brisait l'image que j'avais construite de Jacques. Il n'était pas mort, mais il m'avait trahi à nouveau, utilisant Pierre pour tendre un piège. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je me suis souvenu des nuits où je cousais jusqu'à l'aube, mes doigts piqués par l'aiguille, pour payer les factures que Jacques avait laissées derrière lui. Chaque point était un acte de survie, mais aussi une blessure, un rappel de mon abandon. Et maintenant, cette fortune promise, ce mensonge d'héritage, était une insulte à tout ce que j'avais enduré. Je me suis assise à la table, fixant la photo sur mon écran, et j'ai murmuré. Ai-je été si naïve pour ne pas voir qu'il me manipulait encore? Je ne pouvais pas laisser cette trahison m'engloutir. J'ai pris mon carnet, celui où j'écrivais autrefois les commandes de ma boutique, et j'ai commencé à noter chaque détail. La lettre, les mots de Pierre, la photo d'Amina. Mon instinct, affûté par des années de méfiance face aux marchands qui sous-payaient mes robes, me criait que Pierre n'était qu'un pion. Mais un pion de qui? Je me suis souvenu d'une cliente, Madame Dubois, qui m'avait appris à repérer les escrocs au marché aux puces. S'il parle trop bien, méfie-toi, Femi. Pierre parlait trop bien, trop sûr de lui. J'ai décidé de jouer son jeu, de feindre la confiance pour le faire parler. J'ai appelé Ad, mon fils, à Lyon. Sa voix, calme mais ferme, m'a donné du courage. « Maman, ne fais rien seule », m'a-t-il dit. Mais je savais que je devais commencer par moi-même. J'ai préparé des documents pour tendre un piège à Pierre. Dans un vieux classeur, j'ai retrouvé une photo de famille, prise lors d'un pique-nique à Fontainebleau, où Ad et Yemi riaient sous un chêne. J'ai aussi fabriqué une fausse lettre bancaire, montrant des économies que je n'avais pas, pour voir jusqu'où Pierre irait. Chaque geste, chaque mot que j'écrivais était calculé, mais mon cœur battait à tout rompre. Je me suis revue, des années plus tôt, cousant une robe de mariée pour une jeune fille, mes mains tremblant de fatigue, mais refusant d'abandonner. Cette fois, je cousais un piège, fil par fil, pour protéger ma famille. Avais-je tort de me lancer dans cette bataille? Avais-je le droit de rouvrir ces blessures pour Ad et Yemi, qui avaient grandi sans leur père? Je me suis assise près de la fenêtre, la lune plus haute dans le ciel, sa lumière froide comme un avertissement. J'ai repensé à une vieille chanson yoruba que ma mère chantait, sur une femme qui transformait son chagrin en force. Cette chanson m'avait portée à travers les années, quand je poussais le landau d'hôte dans les rues de Paris, ignorant les regards curieux. Mais maintenant, face à ce mensonge, je sentais une vieille peur remonter. La peur de perdre tout ce que j'avais construit, pas seulement l'argent, mais ma dignité, ma fierté. Pierre voulait que je transfère de l'argent pour débloquer l'héritage.
mais je voyais clair dans son jeu. Il ne s'agissait pas d'héritage, mais d'un vol, d'une tentative de me dépouiller de ce que j'avais gagné à la sueur de mon front. J'ai appelé une amie, Claire, qui travaillait autrefois avec moi à Montmartre. Elle connaissait les arnaques, les hommes qui promettaient des fortunes pour mieux voler. « Femi, fais attention !» m'a-t-elle dit, sa voix tremblante. Ces gens-là savent en manipuler les cœurs. Sa mise en garde m'a fait frissonner, mais elle m'a aussi renforcée. J'ai décidé de répondre à Pierre, acceptant de le rencontrer pour discuter des frais juridiques. Ma voix, au téléphone, était calme, mais mes mains serraient le combiné, comme si je pouvais y puiser du courage. Je me suis souvenu d'une fois où j'avais refusé de vendre une robe à une cliente qui mentait sur son paiement. Cette même fermeté guidait mes pas maintenant. Mais avais-je sous-estimé Pierre? Était-il plus dangereux que je ne le pensais? Le soir tombait, et la lune éclairait mon salon d'une lumière argentée. J'ai rangé mes documents, la photo, la fausse lettre bancaire, dans une enveloppe, comme si je préparais une offrande pour un combat. Chaque geste me rappelait les nuits où je cousais pour mes enfants, où chaque point était un pas vers la liberté. Mais ce piège, je le cousais pour moi, pour la femme qui avait survécu à l'abandon, au jugement, aux années de solitude. Je me suis assise, regardant la lune, et j'ai senti une détermination fragile naître en moi. Pas encore de la force, mais une résolution, comme un fil ténu qui pourrait tout changer. Pierre pensait qu'il pouvait me manipuler, mais il ignorait que j'avais appris, à travers les années, à lire les mensonges dans les yeux des autres. Était-il prêt à affronter une femme comme moi? Le message d'Amina reposait sur l'écran de mon téléphone, ses mots brûlant mes yeux comme une flamme. Une vieille photo, jointe à son courriel, montrait Jacques non seulement vivant, mais riant aux côtés d'un homme en costume à Lagos, un homme qu'Amina identifiait comme le chef d'un réseau d'escrocs. Jacques, le cerveau d'une arnaque, manipulant Pierre pour me soutirer de l'argent sous prétexte d'un héritage. Je me suis figée dans mon salon, la lueur de la lune glissant sur les rideaux comme un voile de trahison. Le silence était assourdissant, et je sentais mon cœur cogner, comme si chaque battement rouvrait une blessure que j'avais cru cicatriser. Pourquoi avais-je laissé Jacques me hanter si longtemps? Avais-je été trop faible pour chercher la vérité, pour protéger mes enfants de son ombre? Je me suis assise, mes mains serrant le bord de la table, le bois usé sous mes doigts, me rappelant les nuits où je cousais des robes pour survivre. Jacques, avec ses promesses d'amour, m'avait abandonnée, mais découvrir qu'il orchestrait cette tromperie était un coup plus cruel encore. Je me souviens d'un soir où j'avais cousu une veste pour Ide, un tissu bleu marine que j'avais payé trop cher, espérant qu'il la porterait fièrement à l'école. Il l'avait enfilée, mais ses yeux cherchaient un père absent, et j'avais ravalé mes larmes. Avais-je échoué à lui cacher la vérité sur Jacques? Mes enfants méritaient mieux que les mensonges que j'avais tissés pour les protéger. Je me suis levée pour marcher, mes pas résonnant dans l'appartement vide. Chaque craquement du plancher semblait me reprocher ma naïveté d'autrefois. Jacques n'était pas seulement un homme qui m'avait quittée. Il était un manipulateur, utilisant Pierre pour raviver mes blessures et me voler ce que j'avais construit. Pourquoi avais-je cru à ces mots d'amour, à ces regards tendres? Je me suis arrêtée devant une étagère où trônait une petite statuette en bois, un cadeau de ma mère du Nigeria, sculptée pour symboliser la force. Mes doigts ont effleuré ses contours lisses, et j'ai murmuré. Ai-je été aveugle ou simplement désespérée de croire en lui? Cette statuette m'avait soutenue lors des nuits où je doutais de moi. Mais ce soir,
Elle semblait me défier. J'ai appelé Ad, ma voix tremblante mais résolue. « Mon chéri, il faut qu'on parle », ai-je dit, lui racontant la photo et le réseau d'escrocs. Ad, toujours protecteur, a insisté pour venir à Paris. « Maman, tu ne peux pas affronter ça seule. » Mais je savais que je devais poser les bases de ce combat. J'ai contacté un vieil ami, Michel, un ancien policier qui connaissait les arnaques. Il m'a conseillé de piéger Pierre en enregistrant notre prochaine rencontre. « Sois prudente, Fémi », m'a-t-il dit, sa voix grave me rappelant les mises en garde de ma mère. J'ai senti une peur ancienne remonter, celle de perdre ma dignité, de devenir une ombre dans ma propre vie. Je me suis assise pour préparer mon plan, un carnet ouvert devant moi. J'ai rassemblé des documents, la fausse lettre bancaire, des photos de famille et un vieux reçu de ma boutique, que Pierre semblait connaître. Chaque papier que je pliais était un fil dans le piège que je tissais, mais mes mains tremblaient. Je me souviens d'une robe que j'avais cousue pour une mariée. Un tissu blanc éclatant, mes doigts saignant à force de piquer l'aiguille. Cette robe n'avait jamais été payée, mais j'avais continué à coudre, refusant de plier. Ce soir, je cousais un autre genre de tissu, celui de la vérité. Mais avais-je le droit de rouvrir ces blessures pour Ad et Yemi? Était-ce juste de les entraîner dans ce combat? J'ai marché jusqu'à la fenêtre, la lune haute dans le ciel, sa lumière froide comme un miroir de mes doutes. Jacques n'était pas seulement un fantôme du passé, il était un prédateur, et Pierre, son pion. Je me suis souvenu d'un marché à Montmartre, où un vendeur m'avait proposé un tissu doré, promettant qu'il transformerait mes créations. J'avais refusé, sentant le mensonge dans ses yeux. Ce même instinct guidait mes pas maintenant. J'ai décidé d'organiser une rencontre avec Pierre, feignant d'accepter son offre de frais juridiques. Ma voix, au téléphone, était douce, mais mon cœur battait comme un tambour yoruba, prêt à entrer en guerre. J'ai rangé mes documents dans une enveloppe, chaque geste précis, comme si je cousais une dernière robe. Michel m'a promis d'envoyer un contact à la police pour m'aider à installer des micros dans mon salon. Ad, quant à lui, arrivera demain pour être à mes côtés. Je me suis assise, fixant la statuette en bois, et j'ai repensé à une prière que je chantais enfant, au Nigeria, pour chasser les esprits malins. Cette prière m'avait portée à travers les années, quand je poussais le landau d'Yemi sous la pluie parisienne, ignorant les regards curieux. Mais ce soir, la peur était différente, non pas celle de survivre, mais celle de rouvrir des blessures que j'avais cru guéries. Le silence de mon appartement était lourd, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge. J'ai repensé à une fois où Ad, encore petit, m'avait demandé pourquoi son père n'était pas là. « Il travaille loin », avais-je menti, cachant ma douleur derrière un sourire. Avais-je eu tort de protéger mes enfants ainsi? Jacques, avec son réseau d'escrocs, voulait profiter de cette douleur, mais je ne le laisserai pas faire. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une résolution fragile naître en moi. Ce n'était pas encore de la force, mais un besoin de justice. Pour moi, pour Ada, pour Yemi. En refermant mon carnet, j'ai entendu un bruit dehors, comme un craquement dans la rue. Était-ce mon imagination? Ou quelqu'un surveillait-il mes pas? Le courriel d'Amina, reçu tard dans la nuit, résonnait encore dans ma tête, révélant que Jacques dirigeait un réseau d'escrocs depuis des années, un homme sans scrupules qui avait construit une vie sur des mensonges. J'avais préparé mon piège avec soin. Mais ce soir, alors que Pierre devait arriver, mon salon semblait trop étroit pour contenir ma peur. La lueur de la lune glissait sur les rideaux, froide et implacable, comme si elle jugeait chaque battement de mon cœur.
J'ai ajusté le petit micro caché sous la table basse, un dispositif que Michel avait installé, et vérifié les documents posés devant moi. La fausse lettre bancaire, la photo de famille à Fontainebleau. Chaque objet était un fil dans le tissu que je tissais pour démasquer Pierre, mais mes mains tremblaient. Pourquoi avais-je cru en Jacques si longtemps? Avais-je manqué un signe dans ces silences? Un indice qui aurait pu épargner cette douleur à mes enfants? J'ai allumé une lampe, sa lumière douce contrastant avec la tension qui pesait sur moi. Pierre a frappé à la porte, ponctuel, son sourire trop poli me rappelant les clients de Montmartre qui négociaient mes robes avec des promesses creuses. « Bonsoir, Fémy », a-t-il dit, s'asseyant comme s'il était chez lui. J'ai proposé du thé, ma voix calme masquant le tumulte intérieur. En posant la tasse devant lui, j'ai vu son regard s'attarder sur la photo de famille. Had et Yemi, riant sous l'arbre. « Votre fils ressemble à Jacques », a-t-il glissé, et ces mots m'ont transpercé comme une aiguille. Avais-je eu tort de cacher la vérité à Had? Était-ce ma faute si son père, cet homme que Pierre servait, continuait à nous manipuler? Je me suis assise, la lettre bancaire entre nous, et j'ai commencé lentement. « Parlez-moi de cet héritage, Pierre. Comment Jacques a-t-il amassé tant d'argent ?» Ma voix était douce, mais mes yeux cherchaient la faille dans les siens. Il a parlé de propriété à Lagos, de comptes bloqués, demandant une avance pour les frais juridiques. Chaque mot semblait répété, comme une chanson apprise par cœur. J'ai repensé à une robe que j'avais cousue pour une cliente, un tissu violet orné de dentelle, que j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. Elle m'avait promis un paiement qu'elle n'a jamais donné. Pierre était pareil. Des promesses vides, un sourire qui cachait un mensonge. Pourquoi Jacques ne m'a-t-il jamais contacté? Ai-je demandé, ma voix tremblant malgré moi. Pierre a hésité, son regard fuyant. Je me suis levée, feignant de chercher un papier, pour cacher mon trouble. Le micro enregistrait chaque mot, mais mon cœur battait trop fort. J'ai sorti une vieille lettre de Jacques, écrite avant son départ, où il promettait de revenir. « Vous reconnaissez son écriture ?» ai-je demandé, la posant devant lui. Pierre a blêmi, bafouillant une réponse vague. J'ai insisté, posant des questions sur des détails que seul Jacques pouvait connaître. La couleur de notre appartement, le nom du café où nous allions. Ces réponses étaient floues, et je sentais la vérité se fissurer. Pourquoi avais-je cru en Jacques si longtemps? Avais-je laissé mes enfants grandir avec un mensonge que je refusais de voir? Je me souviens d'un soir où Yemi, encore petite, m'avait demandé pourquoi son père ne l'aimait pas. J'avais menti, disant qu'il l'aimait de loin. Ce mensonge pesait sur moi maintenant. J'ai repris la parole, ma voix plus ferme. « Pierre, comment savez-vous autant sur ma vie ?» Il a souri, nerveux, parlant d'un dossier que Jacques lui aurait laissé. Mais ses mains serrèrent la tasse trop fort, et je savais qu'il mentait. J'ai sorti la photo envoyée par Amina, celle de Jacques à Lagos, et je l'ai posée devant lui. « Jacques est vivant, n'est-ce pas ?» ai-je dit, ma voix coupante comme une lame. Pierre s'est figé, son visage perdant toute couleur. « Vous travaillez pour lui, pour me voler, n'est-ce pas ?» Il a tenté de nier, mais ses mots trébuchaient, et j'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai senti une vieille douleur remonter, celle des nuits où je cousais pour mes enfants, croyant que Jacques reviendrait. Avais-je été naïve ou simplement désespérée? La porte s'est ouverte soudainement, et Had est entré, suivi de 2 officiers de police. Pierre a sursauté, renversant sa tasse, le thé se répandant sur la table comme une tache de honte. « Vous êtes fini, Pierre », ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue.
Les officiers l'ont menotté et Had m'a pris la main, ses yeux pleins de fierté mais aussi de douleur. « Maman, c'est fini !» a-t-il murmuré. Les micros avaient tout capté et Michel m'a assuré que les aveux de Pierre mèneraient à Jacques, retracés à Lagos grâce aux informations d'Amina. Sous la lumière de la lune, je me suis tenue droite, comme une femme qui avait survécu à trop de trahisons. Mais mon cœur restait lourd, chargé des années où j'avais cru en un homme qui n'existait pas. Le silence est retombé dans le salon, seulement brisé par le bruit des menottes. J'ai regardé la photo de famille, Had et Yemi riant sous l'arbre, et une larme a glissé sur ma joue. Pourquoi avais-je porté ce fardeau si longtemps? Avais-je privé mes enfants d'une vérité qu'ils méritaient? Jacques n'était pas seulement un menteur. Il était un voleur de rêves. Et Pierre était son ombre. En refermant la porte derrière les officiers, j'ai senti une résolution fragile. Non pas de la force, mais un besoin de justice. La lune semblait plus douce maintenant, comme si elle approuvait mon combat. Mais une question me hantait encore. Tapis dans l'ombre, le dernier message d'Amina, reçu après l'arrestation de Pierre, reposait sur mon téléphone. Mais je n'avais pas le courage de l'ouvrir. La police m'avait informé que Jacques avait été arrêté à Lagos, son réseau d'escrocs démantelé grâce aux preuves que j'avais rassemblées. Mon salon, baigné par la lumière de la lune, semblait plus calme ce soir. Mais le silence pesait encore, comme si chaque recoin gardait l'écho de mes blessures. Je me suis assise, mes mains effleurant la nappe en lin que j'avais brodée autrefois pour un dîner de Noël avec Had et Yemi. Un soir où j'avais souri malgré la douleur d'une chaise vide. Pourquoi avais-je porté le poids de Jacques si longtemps? Avais-je été trop faible pour fermer la porte à son fantôme, pour protéger mes enfants de ses mensonges? Je me suis levée, cherchant refuge dans une tasse de thé. Mais son goût était fade, comme si la victoire ne suffisait pas à apaiser mon cœur. Jacques était en prison, mais sa trahison continuait de me hanter. Je me souviens d'un châle que j'avais tricoté pour Yemi, un bleu profond comme la nuit, espérant qu'elle le porterait à son premier bal. Elle l'avait aimé, mais m'avait dit « Maman, c'est toi qui me tiens chaud ». Ce souvenir me brûlait, un rappel des sacrifices que j'avais faits pour mes enfants, des nuits où je cousais pour payer leurs études, ignorant ma propre fatigue. Avais-je eu tort de cacher la vérité sur leur père? Avais-je volé à Had et Yemi la chance de comprendre leur passé? Quelques jours plus tard, je me suis rendue au club des aînés de mon quartier, un lieu où les femmes partageaient des histoires autour d'un café. J'ai pris la parole, ma voix tremblante au début, racontant comment j'avais démasqué Pierre et fait tomber Jacques. Les regards des autres femmes, pleins de respect, m'ont surprise. J'avais porté une robe nigériane ce jour-là, un tissu wax aux motifs éclatants, comme un étendard de ma fierté. En parlant, je me suis souvenue des marchés de Montmartre, où je négociais chaque sou, refusant de plier face aux regards méprisants. Cette robe, je l'avais cousue moi-même, chaque point un acte de défi. Mais pourquoi avais-je douté de ma force? Avais-je oublié la femme qui avait survécu à tant d'épreuves? Le silence du club était doux, seulement brisé par le cliquetis des tasses. Les femmes m'écoutaient, certaines hochant la tête, d'autres essuyant une larme. J'ai partagé ma douleur, mais aussi ma leçon. L'âge n'est pas une faiblesse, mais une arme. Les années m'avaient appris à lire les mensonges, à tisser des pièges, à protéger ce qui comptait. Je me suis souvenue d'une prière yoruba que ma mère m'avait apprise, sur une femme qui transformait son chagrin en lumière. Cette prière m'avait guidée quand je poussais le landau sous la pluie parisienne, quand je cousais jusqu'à l'aube. Jacques et Pierre avaient cru pouvoir manipuler une vieille femme seule,
Mais ils ignoraient la force de mes années, de mes cicatrices. J'ai invité les femmes à partager leurs propres histoires, à ne jamais laisser la peur ou la honte les réduire au silence. Une dame, Madame Lefebvre, m'a prise dans ses bras, disant « Femi, tu nous as montré qu'on n'est jamais trop vieille pour se battre. » Ces mots m'ont touchée, comme un fil reliant mes luttes à celles des autres. Je me suis assise, regardant par la fenêtre du club, où la lune semblait plus chaude, comme une amie. Mais une douleur persistait. Avais-je fait assez pour Had et Yemi? Avais-je eu tort de les protéger si longtemps de la vérité sur leur père? En rentrant chez moi, j'ai ouvert le message d'Amina. Elle racontait que Jacques avait avoué, confirmant qu'il m'avait ciblée parce qu'il savait que j'avais construit une vie stable. Il pensait que ma solitude me rendrait vulnérable. Mais il s'était trompé. J'ai repensé à une robe que j'avais cousue pour une cliente, un tissu doré qui brillait sous la lumière, mais qu'elle avait rejeté, disant qu'il était trop audacieux. J'avais gardé ce tissu, le transformant en une écharpe pour moi, un symbole de ma résilience. Jacques avait sous-estimé cette résilience, et Pierre avait payé le prix de son erreur. Le salon était calme, la lune projetant des ombres sur la nappe. J'ai pris une profonde inspiration, sentant un poids se dissiper. La justice était rendue, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes que Jacques aurait pu tromper. J'ai repensé à Had, à ses yeux pleins de fierté quand Pierre avait été arrêté. Il m'avait dit « Maman, tu es plus forte que je ne le pensais. » Ces mots étaient un baume, mais ils ravivaient une question. Avais-je été juste envers lui, en cachant la vérité si longtemps? Je me suis promis de lui parler, de tout lui dire, pour qu'il comprenne que ma force venait aussi de lui. J'ai rangé ma tasse, mes mains plus assurées. La lune semblait m'observer, comme une gardienne de mes secrets. J'ai pensé à toutes les femmes du club, à leurs histoires, à leur courage. Nous n'étions pas faibles, nous étions des tisseuses de vie, des guerrières des ombres. J'ai écrit un message aux membres du club, les encourageant à partager mon histoire, à protéger leur famille, à ne jamais laisser un escroc voler leur dignité. En appuyant sur « envoyer », j'ai senti une paix fragile, non pas celle d'une victoire éclatante, mais celle d'une femme qui avait retrouvé sa voix. Mais une question restait, tapie dans l'ombre. Mes chers amis, cette histoire, née sous la lumière de la lune, m'a appris une vérité que je porte désormais comme un trésor. En démasquant Pierre et Jacques, en protégeant ma famille et d'autres femmes des mensonges, j'ai compris que les années ne nous affaiblissent pas. Elles nous donnent la force de tisser nos propres victoires. Les blessures du passé, celles de l'abandon et de la honte, ne sont pas des chaînes, mais des fils qui nous rendent plus résilientes. Je suis Femi Adebayo, 67 ans, et j'ai appris que notre dignité est une flamme que personne ne peut éteindre si nous choisissons de la défendre. Mes chers Ada et Yemi, mes enfants, m'ont donné le courage de me battre, et cette victoire n'est pas seulement la mienne, mais celle de toutes les femmes qui refusent de plier. La vraie liberté, c'est de savoir que notre valeur ne dépend d'aucun homme, d'aucun mensonge, mais de la force qui grandit en nous avec le temps. Si cette histoire a touché une corde sensible en vous, si elle vous a rappelé votre propre force, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Quelle épreuve vous a appris à défendre votre dignité? Vos mots sont précieux. Ils construisent notre communauté. D'autres récits, tout aussi profonds, arrivent bientôt. Alors restez avec nous. Merci du fond du cœur pour avoir écouté.
pour avoir partagé ce moment sous la lune avec moi. À très bientôt, mes amis.